Bonjour à tous et bienvenue à ce rendez-vous avec Dr Christian Arnaud Adjelou, notre expert des questions de droit et des droits de l'homme. Bonjour docteur. Bonjour Germain. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Vous êtes enseignant-chercheur au département de droit à l'université Félix Houphouët-Boigny. Alors aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler de ce qu'on peut entendre par un contentieux électoral devant le juge constitutionnel. Et comme à notre habitude, nous ouvrons ce rendez-vous avec quelques sujets d'actualité, quelques sujets dans l'actualité judiciaire, la condamnation du président Nicolas Sarkozy, ancien chef de l'État français, une décision de justice inédite. Et puis, cette semaine aussi, il y a la sortie de la Confédération des États membres de l'AES, de la Cour pénale internationale. J'ai nommé le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Alors, ces trois États qui appartiennent donc à cette Confédération de l'AES ont quitté cette institution internationale. Alors, on commence par l'actualité judiciaire française. Elle nous touche de près ou de loin. L'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy, a été condamné à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs dans le cadre des soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007. Selon son avocat, il a été condamné sur la base d'une hypothèse, je le cite. Je me rappelle qu'en 1995, le président François Mitterrand avait cette formule des juges, cette formule consacrée aux juges, critiquant d'ailleurs le travail des juges. Je le cite, « Méfiez-vous des juges, ils ont tué la monarchie, ils tueront la République ». Fin de citation. Alors, docteur, j'ai comme l'impression que les politiques détestent la justice quand sa rigueur s'applique à eux. Bon, je ne sais pas si on peut le dire ainsi. C'est vrai qu'en France, on entend le plus souvent des politiques critiquer la justice. Dans le cas d'espèce, Nicolas Sarkozy n'a pas été toujours tendre envers la justice. Vous venez de citer le cas de... Il a trouvé que c'est une injustice qu'on lui fait plutôt. C'est ça. Et qu'il est innocent. C'est ça. Oui, mais par le passé, il a eu des propos quand même acerbes vis-à-vis de la justice. Voilà. Là, vous venez de citer François Mitterrand. Mais dans d'autres pays, dans des pays anglo-saxons, on a toujours... C'est pas toujours qu'on a des choses à redire sur les décisions de justice. Ah, mais oui, Trump... Oui, Trump c'est Trump. Oui, Trump c'est Trump, avec tout ce qu'on lui... On lui connaît. Oui, mais toujours est-il que ce n'est pas dans tous les pays. Voilà. Sur le fond, qu'est-ce qu'on lui reproche en fait? Vous l'avez dit tantôt, soupçon de financement libyen dans sa campagne électorale. Est-ce qu'on peut rendre une justice en pénal sur une base de soupçons? Oui, à la base, c'était des soupçons. Oui. Mais les juges ont eu le temps de faire des enquêtes. Il y a eu des enquêtes. Il faut savoir que l'ex-président français a été mis sur écoute avec ses avocats. Donc, il y a eu des preuves. Les juges ont suffisamment rassemblé des preuves. Et c'est sur la base de ces preuves-là qu'il a été finalement accusé. Et cela aboutit à un procès. Mais il faut savoir que l'affaire ne date pas de maintenant. Hein. Ça fait maintenant des années. Ça fait maintenant des années. Je pense que... Non, écoutez, je pense qu'il faut respecter la justice. Il faut respecter la justice. Quel que soit ce qu'on peut penser, je pense que les juges ont pris le temps de faire quand même un travail sérieux, un travail minutieux. Voilà, moi je pense que quand on suit le déroulé du procès, et les tenants et les aboutissants. Parce que là, il faut reconnaître que sur les chefs d'accusation,
Voilà, il est reconnu seulement sur le cas d'association de malfaiteurs. Ouais. Mais je pense que l'association de malfaiteurs, c'est là que les juges l'ont pris sur les questions d'écoute. D'écoute, parce qu'on a constaté qu'il y avait tout un stratagème qui avait été mis en place. Et que l'ancien président, oui, pour ne pas qu'on puisse savoir un peu tout ce qui se tramait, ils avaient même, je crois que les juges avaient expliqué, non, ce sont les journalistes qui avaient expliqué, qu'ils avaient même des numéros de téléphone que personne ne connaissait. Et c'est avec ces numéros de téléphone qu'il communiquait avec son avocat, c'est pas Thierry Ergoz, avec le nom de Paul Brice Hortefeux, etc. C'est en fait tout son entourage. Donc je pense que c'est sur ça qu'ils l'ont pris à partir des écoutes et c'est la raison pour laquelle on parle d'association de malfaiteurs. Sinon, sur le cas du financement illégal, je crois que les juges n'ont pas retenu cette accusation-là, dans le cas de corruption également. Mais tout le stratagème mis en place pensait, ramenait quand même à quelque chose qu'on essaie de concocter. Dans quel but? Je pense qu'il aura l'appel. Il veut faire appel, donc on verra ce que cela va donner. Il a déjà passé 2 mois en prison, hein, entre maintenant et... Oui, bon, pas forcément 2 mois, ça peut être plus de 2 mois, ça peut être moins, on verra de toutes les façons. Il a 4 mois encore, Déjà, je pense que dès le 13 octobre, le parquet national financier devra faire appel à Nicolas Sarkozy pour lui signifier un certain nombre de choses. Quand est-ce qu'il sera écroué? Et là, jusqu'au 13 février pour être écroué. Il a jusqu'au 13 février pour être écroué. Alors, y aurait-il un avant et un après cette décision de justice pour la démocratie française et l'image de la France dans le monde? L'image de la France dans le monde, je ne pense pas. Parce que quoi qu'on dise... C'est quand même un ancien chef d'État. Oui, même si c'est quand même un ancien chef d'État, mais la France est un État de droit. Voilà, là, on prouve que même si on est ancien chef d'État, on peut, si vous êtes reconnu, vous pouvez passer derrière les barreaux. Voilà, donc je ne pense pas que... On est habitué à ça, on a vu ce qui s'est passé aux États-Unis avec Trump. Voilà, la justice a ses règles, il y a les lois. Si les lois s'appliquent à vous, si vous tombez sous le coup de la loi, vous allez subir la rigueur de la loi. Alors, voilà. Il y a une autre menace de condamnation judiciaire qui pèse sur la patronne du Front National, Madame Marine Le Pen aussi. Mais justement, raison pour laquelle je disais tout à l'heure que la France est un État de droit. La France est un État de droit. Vous êtes tous justiciables. C'est vrai que Nicolas Sarkozy n'a pas été tendre avec les juges sous son magistère. Mais je ne pense pas que toute la justice puisse être contre Nicolas Sarkozy et toute la justice puisse être contre Marine Le Pen. Parce qu'en vérité, il y a des faits. Il y a des faits. Ce n'est pas des accusations qui sont tombées du ciel. Il y a des faits. La procédure du contradictoire a été respectée. On vous a confronté. Et ensuite, les décisions ont été prises. Marine Le Pen, je l'écoutais encore ce matin, elle respecte la décision des juges. Elle a la possibilité de faire appel. Même si elle pense quand même à de l'acharnement. Oh, non, de Marine Le Pen, je n'ai pas entendu ça. Je n'ai vraiment pas entendu ça. Ah oui, mais, oui. Mais dès que la première décision a été prise, il y avait une sorte de comment je vais dire, de propos, ils ont vraiment tiré à boulet rouge. Hein, sur narratif de son entourage, oui. Oui. Mais pas vraiment venant de Mme Le Pen. Un narratif de son entourage, oui, mais pas de Mme Le Pen. Très bien. Alors, les États de l'AES... Je veux juste faire un parallèle avec la Côte d'Ivoire. Par mimétisme juridique, nous sommes obligés de nous intéresser à ce qui se passe en France et également faire le comparatif avec ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous voyez, Marine Le Pen, tous les sondages lui donnent vainqueur des prochaines élections présidentielles. En 2027. Mais là, elle est sous le coup de la loi et elle respecte cette décision de justice. Et elle a déjà même dit... Elle a déjà même dit qu'elle allait soutenir la candidature de Jordan Bardella. On lui posait même la question si elle accepterait d'être Premier ministre de Bardella. Elle a dit non,
qu'elle ne serait pas dans ce schéma-là. Mais elle allait travailler pour que Badella soit élu. Et donc, le parallèle, c'est? Oui, mais en Côte d'Ivoire, on aurait pu ici, des leaders auraient pu ici adouber d'autres candidats. Voilà, au lieu de contester les décisions de justice, contester les décisions du Conseil constitutionnel, remettre en cause le processus électoral, remettre en cause la justice, Marine Le Pen pouvait dire que, voilà, je suis à 2 ans de remporter une élection présidentielle. Et si ce n'est pas moi, il n'y aura personne. Voilà, il n'y aura personne. Très bien. Alors, donc, on peut maintenant parler des États de l'AES qui sont sortis de la CPI. Alors, leur raison, elle est bien simple. Hein. C'est une institution aux mains de l'impérialisme occidental et qui n'est pas juste. Donc, et qui pratique je vais dire, de la justice injuste, si on peut caricaturer ainsi. Mais est-ce que c'est une raison suffisante mise en avant pour quitter cette institution judiciaire? Pour les États de l'AES, oui, c'est une raison suffisante, pour eux, mais pas pour le sens commun. Voilà, parce qu'il faut comprendre que ces États-là suivent une certaine logique. Pour ceux qui les observent depuis, ils sont dans une certaine logique et dans le déroulé de leur agenda, ils sortent des institutions africaines. Sont des institutions africaines. Qui pourraient les contraindre. Qui pourraient les contraindre. Donc, ils sont dans un schéma clair depuis le début, donc ils suivent leur voie. Voilà, moi je pense que pour ça, il faut le leur reconnaître quand même une certaine cohérence. Voilà, maintenant, les raisons avancées pour le sens commun ne passent pas. Parce que, honnêtement, on sait pourquoi est-ce que ces États-là se retirent des institutions. Pourquoi? C'est parce que c'est des juntes au pouvoir qui ne veulent pas recevoir des instructions. C'est des juntes qui ne pratiquent pas la démocratie. La démocratie, donc qui refusent le processus démocratique. Voilà, donc qui voudraient se mettre en dehors du jeu démocratique. Et pour ça, ils ne veulent être assujettis à aucune institution qui pourrait leur donner des ordres. On sait aussi que dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le djihadisme qui sévit dans ces pays-là, ces États-là ont été obligés de prendre un certain nombre de mesures, mais toujours antidémocratiques, comme restriction des droits de l'homme. Il y a des journalistes qui sont emprisonnés, il y a des populations qu'on force à se déplacer, etc., etc. Il y a eu plusieurs rapports qui accusent les forces de défense et de sécurité de ces pays-là de sévices, de crimes. Donc, je pense que c'est une manière pour eux de se soustraire des griffes de la justice internationale, ce qui pourrait les rattraper tôt ou tard. Très bien. Donc, c'est un acte délibéré pour conforter donc, les dictatures qu'ils sont en train d'installer dans ces pays-là, ces juntes. Alors, le Mali, le Burkina, le Niger étaient jusque-là de très bons élèves de très bons modèles de démocratie. De très bons modèles de démocratie, et je dirais oui, le Mali et le Burkina, le Mali et le Niger. Le Mali et le Niger, ces dernières années, quand même, avaient donné suffisamment de gages. Parce qu'au Mali, après le coup d'État de Amadou Toumani Touré, il y a eu quand même un regain de vitalité démocratique qui est arrivé, qui s'est poursuivi jusqu'à l'élection d'Ibrahim Boubacar Keïta. Et puis là, après, avec le djihadisme, voilà, je pense qu'il y a eu des problèmes internes, avec aussi des problèmes externes, puisque la crise libyenne a eu forcément une influence, et est arrivé le coup d'Amadou Aya Sanogo, et la suite, on la connaît. Alors, au Niger également, il y a eu... Jusqu'à Bazoum. Hein? Oui, jusqu'à Bazoum. Malheureusement, le coup d'État le plus inique, plus cynique de l'Afrique est arrivé. Et puis là, le pays a basculé dans l'autoritarisme. Dans ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, docteur, il y a aussi dans l'actualité judiciaire la plainte contre X déposée par le président du Front populaire ivoirien,
Pascal Afine-Guessan, à propos de ces parrainages citoyens. Il estime que le Conseil constitutionnel a rendu sa décision relative à la liste définitive sur la base du faux. Alors, que conteste-t-il? Et pourquoi d'ailleurs porter plainte contre X? Bon, je pense qu'aborder cette question-là est primordiale et elle est assez intéressante quand même pour notre démocratie et pour l'état de droit en Côte d'Ivoire. Il faut savoir que le président du Front populaire ivoirien ne conteste pas la décision rendue par le juge constitutionnel. Ah. Oui, ça, il faut que ce soit clair. Raison pour laquelle il porte plainte contre X. Porte plainte contre X. Il ne porte pas plainte contre la commission électorale indépendante ou contre les décisions du Conseil constitutionnel. Il porte plainte contre X. Ça veut dire qu'il fait le constat d'un cas avéré de fraude, selon lui. Je précise, selon lui, d'un cas avéré de fraude. Puisqu'il aurait remis, selon lui, 44 000 parrainages, on lui attribue, je crois, 46 000, je pense. On lui dit également qu'il y a des doublons, mais plus encore, plus de 21 000, je crois, fausses signatures, voilà, de faux parrainages. Voilà, de faux parrainages. Ce qu'il conteste. Donc, je pense que dans un état de droit, on a la possibilité de saisir les institutions. Et je pense que c'est ce qu'il fait. Je pense qu'il faut saluer cette démarche. Elle nous permettra de savoir si réellement ce qu'il reproche est avéré ou pas. Parce que Pascal Afine-Guessan est quelqu'un qui a quand même incarné les institutions de la République, ancien Premier ministre, et faire de telles affirmations sont des affirmations quand même assez graves. Donc, il sera confronté à la justice. Parce qu'on dit porter plainte contre X, on ne porte plainte contre personne. Seulement, on demande à la justice de rechercher les raisons évidentes. S'il y a faute quelque part, en ce moment-là, on pourra situer les responsabilités. Alors, à supposer qu'il ait raison. Oui. Quelles conséquences pour le processus électoral? Non, justement, le droit ne s'accommode pas à supposer. Bon. Non. Oui, non, moi, le droit, oui. C'est une question de journaliste. Oui, c'est une question de journaliste, mais le droit ne s'accommode pas de ça. Attendons. Il a été entendu hier. J'ai dit, c'est un gage de vitalité démocratique et de justice et d'état de droit. Jamais en Côte d'Ivoire, on a vu ça. C'est sous le magistère du président Ouattara que des opposants peuvent saisir la justice et la justice les écoute. Ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Maintenant, dans le cas de la justice, il faut attendre d'abord la fin des enquêtes. Donc, on ne peut pas faire des supputations. Pour le moment, on ne peut pas faire des supputations. Attendons pour voir. Toujours est-il que cela ne pourra avoir aucune influence, aucun impact sur la suite du processus électoral. Parce que c'est bel et bien ça votre question. Mais pour la démocratie? Oui, pour la démocratie, elle est vitale et ça va être encore un pas supplémentaire si nous sommes sur la voie de la démocratie ou s'il y a encore des balbutiements, on verra. Mais je ne crois pas que cela pourrait avoir vraiment une influence sur la suite du processus électoral. Alors, évoquons maintenant le sujet de ce rendez-vous. Le contentieux électoral devant le juge constitutionnel. Oui. C'est quoi d'abord un contentieux? Bon, il est d'abord intéressant parce qu'ici on parle de contentieux électoral devant le juge constitutionnel. Donc il faut savoir qu'il peut y avoir aussi contentieux électoral devant le Conseil d'État. Devant le Conseil d'État qui est le juge administratif. Voilà, le Conseil constitutionnel, c'est le juge de la constitutionnalité des lois. Voilà. Le Conseil constitutionnel est prévu dans notre Constitution aux articles 126 à 138 de la Constitution. Donc, le contentieux qui se passe, qui a lieu, qui est déféré devant le juge constitutionnel, est le contentieux qui porte sur l'élection du président de la République, des députés. Et des conseillers régionaux. Non, et des sénateurs. Et des sénateurs, très bien. Et des sénateurs. Okay. Le contentieux qui est déféré devant le Conseil d'État, c'est l'élection
des conseils régionaux, des maires, etc., etc. Très bien. Voilà, parce que ça, c'est des questions qui touchent l'administration locale. Ok. Voilà, donc, touche vraiment la gestion de la chose publique, l'administration locale, et donc ça, c'est le juge administratif qui est compétent pour ces questions. Alors, parlons donc du contentieux. Oui, je voudrais aussi préciser que la Constitution ivoirienne, en son article 51, précisément son alinéa 2, nous dit que le référendum, l'élection du président de la République et des députés est mise en œuvre par la Constitution et par une loi organique qui nous renvoie donc au code électoral. Donc les questions de contentieux électoral sont prises en compte par le code électoral. Alors, quelle pourrait être la nature du contentieux lié à l'élection présidentielle? Bon, dans le cadre de l'élection présidentielle, il faut d'abord préciser qu'il y a une première phase de contentieux qui a lieu au moment de la publication de la liste. Ça, je pense que nous avons déjà passé ce cap-là. Voilà, là, tout électeur ou tout candidat peut contester la présence de X ou Y sur la liste électorale. Mais une fois, dans le cadre de l'élection présidentielle, une fois que l'élection a lieu, on se réfère aux articles 40, où il est bel et bien inscrit que le droit de contestation des opérations de vote est reconnu à tout candidat selon les modalités prévues pour chaque élection. Et donc, on va maintenant à l'article 60, qui nous dit que tout candidat à l'élection présidentielle peut adresser par requête écrite au président du Conseil constitutionnel une réclamation concernant la régularité du scrutin ou son dépouillement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on a fini l'élection présidentielle. Donc, en ce moment-là, c'est tout candidat, celui qui a participé au vote, qui estime qu'il y a une certaine irrégularité. Il estime que les opérations ne se sont pas passées conformément à la loi. Parce que quand on parle de contentieux, ça veut dire que les opérations telles que prévues par la loi ne sont pas passées comme il le fallait. Donc là, on parle de contentieux. Ensuite, là, on nous dit que celui qui conteste l'élection du président de la République, donc le candidat qui a sollicité aussi le suffrage, dispose donc de 5 jours. Là, vous parlez des délais maintenant. Oui, des délais. Des délais du contentieux. Voilà, des délais du contentieux. Dans le cas de l'élection présidentielle, il dispose de 5 jours après la proclamation des résultats provisoires. J'ai dit bien résultats provisoires. Donc, et avant, voilà. Avant que le Conseil constitutionnel... Voilà, c'est ça. Voilà, les résultats provisoires. Donc, un délai de 5 jours. Et en ce moment-là, lorsque le Conseil constitutionnel reçoit les procès-verbaux, le Conseil constitutionnel donc statue dans un délai de 7 jours sur les réclamations. Après, sur les réclamations. Oui, puisque celui qui conteste va devant le Conseil constitutionnel avec des preuves. Tout à fait, des preuves, les pièces à conviction, et le Conseil constitutionnel donc dispose donc d'un délai de 7 jours. Il faut préciser quelque chose, que dans le cadre, par exemple, de l'élection des députés ou des sénateurs, le Conseil constitutionnel donne un délai de 48 heures au candidat pour faire ses observations. Pourquoi cette différence? Mais dans le cas de l'élection présidentielle, ce n'est pas prévu. Ce n'est pas prévu. Il faut peut-être demander aux législateurs pourquoi n'avoir pas prévu ce délai-là au candidat afin qu'il puisse faire ses observations. Voilà. Mais toujours est-il que ce n'est pas prévu dans notre code électoral. Mais et vous, pour vous qui êtes un juriste, est-ce que ce fait-là, que ce ne soit pas prévu dans le code électoral, est-ce que ça ne représente pas, comment je vais dire ça, est-ce que ça facilite vraiment les choses? Oui, vous savez, l'élection présidentielle,
c'est la mère de toutes les élections. Ça aurait pu aider, non, ou bien... Dans différents pays, par mimétisme, ce n'est pas prévu dans le cadre de l'élection présidentielle. Et vous voyez même que la loi nous dit qu'une fois que le Conseil constitutionnel a statué sur les réclamations, le Conseil constitutionnel annonce les résultats par une procédure d'urgence. On ne peut pas laisser le temps pour une certaine vacance du pouvoir, pour un certain vide. Raison pour laquelle les délais sont assez serrés dans le cadre de l'élection du président de la République. Parce que c'est lui qui incarne les institutions. C'est la clé de voûte des institutions. Voilà. Et si on donnait un peu plus de temps pour mieux regarder ces contestations, est-ce que ça ne nous éviterait pas aussi dans nos pays des crises post-électorales? Non, mais 7 jours, c'est une semaine. 7 jours, c'est une semaine. Ça suffit largement. Oui, ça suffit largement. Ça suffit largement. Mais là encore, on nous dit que dans la procédure, on nous dit que le Conseil constitutionnel, s'il estime que les preuves ou les pièces à conviction ne sont pas avérées, peut se passer de la procédure du contradictoire et rendre directement une décision. En ce moment-là, c'est le rejet. En ce moment, c'est le rejet pur et simple. Mais si les contestations sont avérées et que ces contestations sont de nature à changer le résultat du vote, en ce moment-là, le Conseil constitutionnel annule le vote et organise une nouvelle élection dans un délai de 45 jours. En parlant de procédure du contradictoire... Ce qu'aurait pu faire Yaopol Ndré. Oui, ce qu'aurait pu faire Yaopol Ndré. Mais en parlant de procédure du contradictoire, ça veut dire qu'effectivement, ici, on peut appeler le candidat si nécessaire pour quand même recueillir son avis. Alors, parlons des sénateurs. Oui. Bon, on va aller d'abord sur les députés. Sur les députés, parce qu'il faut savoir que les députés et les sénateurs forment l'Assemblée nationale constituée de 2 chambres, une chambre haute et une chambre basse. Voilà. Au niveau du contentieux électoral, je crois que c'est l'article 97 à 102 du Code électoral qui régule donc la question du contentieux. Donc ici, par exemple, au niveau de l'article 97, on a dit que c'est tout... Là, il faut faire une précision. On peut contester l'éligibilité d'un candidat à la députation et on peut contester son élection. Donc ici, il faut faire une nuance. Il est candidat. Il dépose son dossier de candidature. Est-ce qu'il est éligible? Est-ce qu'il est éligible? Là, la loi nous parle d'un délai de 8 jours. 8 jours pour tout électeur. Pour tout électeur de contester l'éligibilité d'un candidat. 8 jours pour tout électeur. OK. En ce moment-là, la loi donne 48 heures au candidat contesté de porter ses observations. Après quoi, le Conseil constitutionnel statue dans un délai de 15 jours. Ça, c'est pour les députés. Ça, c'est pour les députés. Dans le cadre de la contestation portant sur l'éligibilité. Maintenant, une fois que le juge a statué sur l'éligibilité et qu'il est bel et bien sur la liste électorale, et qu'il est bel et bien sur la liste des candidatures retenues, il va à l'élection. Quand il remporte l'élection, qui peut contester son éligibilité? Là, c'est tout candidat, tout parti politique ou groupement politique ayant parrainé le candidat, ou également tout électeur de la circonscription électorale. De la circonscription électorale. Donc, où il est élu. Dans le premier cas, ce que j'ai signifié dans le premier cas, la contestation de l'éligibilité concerne tout électeur sur l'ensemble du territoire national. Parce qu'il s'agit du président de la République. Non, parce qu'il s'agit des députés. Des députés. La liste est donnée, même si je suis à Goïtafla,
il a son nom sur la liste, je peux contester. Sur l'éligibilité. Sur l'éligibilité. Ok. Là, il est dit, c'est tout électeur qui peut contester. Mais une fois qu'il est élu, là, c'est dans la circonscription. Donc, c'est un électeur de sa circonscription. Voilà, de sa circonscription, ou tout parti politique, tout candidat, etc., regroupement politique, voilà, voilà. Là, c'est dans sa circonscription. Et là, on nous parle donc de délai de 5 jours pour contester, à partir de la proclamation des résultats provisoires par la Commission électorale indépendante. On a 5 jours. Ensuite, le Conseil constitutionnel va donner 48 heures au candidat pour porter ses observations. Et là, le Conseil constitutionnel va statuer dans un délai de 30 jours. Alors, parlons rapidement des sénateurs. Oui, les sénateurs, sur les délais... Sur leur éligibilité. Oui, sur leur éligibilité, les délais sont là moindres. On parle d'un délai de 3 jours. Sur l'éligibilité, pour contester l'éligibilité... Et qui peut contester l'éligibilité? C'est tout électeur également. C'est tout électeur également qui peut contester l'éligibilité d'un sénateur. Ensuite, il y a un délai de 48 heures pour réagir, pour porter ses observations. Et ensuite, après le vote, après le vote, on a un délai de 15 jours. Mais là, par contre, il faut soulever quelque chose. Le code électoral, au niveau des sénateurs, la contestation de l'éligibilité des sénateurs, le code électoral ne précise pas sur combien de jours le Conseil constitutionnel peut statuer. Est-ce que ça, c'est normal? Là, je pense que c'est quelque chose quand même qu'il faut revoir. Il faut que ce soit précisé. Il faut que ce soit précisé parce que dans le code électoral, ce n'est pas marqué. Comment est-ce que le législateur peut-il oublier cela, omettre cela? Bon, il faut tout simplement... Là, je veux quand même attirer l'attention de nos autorités sur la question. Sur la question de la contestation de l'éligibilité des sénateurs. On a 3 jours pour contester l'éligibilité. On a 2 jours pour porter le candidat pour porter ses observations. Mais le code électoral ne nous dit pas combien de jours dispose le Conseil constitutionnel pour statuer. A contrario, sur l'élection du sénateur, ça veut dire qu'il est déjà élu. Là, on dispose de 5 jours pour contester. Là, il est dit que c'est tout candidat, c'est électeur, tout parti politique, groupement politique, etc., qui peut contester dans la circonscription. Dans la circonscription. Il a 48 heures pour porter ses observations. Et là, on a 15 jours pour statuer. C'est-à-dire le Conseil constitutionnel a 15 jours pour statuer. Mais dans le cas de l'éligibilité, non. On ne parle pas du délai de 15 jours qui est absent. Très bien. On arrive à la fin de ce rendez-vous. Nous allons évoquer la prochaine fois le contentieux devant le juge administratif, qui est le Conseil d'État. Merci. Et là, il faut préciser que cela concernera l'élection des conseils municipaux, des conseils régionaux. Voilà. Et voilà. Merci, Dr Christian Arnaud Adjelou. Je vous souhaite un bon week-end. C'est moi qui vous remercie. Merci de me faire confiance et de m'inviter. Merci. Et à la semaine prochaine. Merci. Mais c'est sûr qu'entre-temps, on se serait croisé quelque part sur ce plateau. Merci et très bon week-end à vous toutes et tous. Bien sûr.